chers élèves. Alors, je me présente, je suis professeur de mécanique, je m'appelle Mostafa Toumi. Alors, pour cette séance, je veux vous présenter un cours de génie mécanique destiné pour les classes de 4e année sciences techniques. Alors, ce cours, il est encadré par l'inspecteur de génie mécanique, M. Hadi Tarchoun. Alors, on va commencer par faire un petit rappel sur ce que vous avez vu en 3e année sciences techniques. Alors, vous savez que chaque système technique, au cours de son cycle de vie, il va passer par plusieurs étapes. Alors, la première étape consiste à faire une analyse de besoins. L'étape suivante, on va faire l'étude de faisabilité qui va aboutir à la rédaction du cahier de charges fonctionnel. L'étape suivante, étape 3, dans cette étape-là, on va chercher les solutions techniques qui nous permettent de réaliser ce système. L'étape suivante, alors, les solutions techniques qui ont été choisies, ils doivent être représentées, c'est-à-dire on va définir le système technique qui va aboutir à la rédaction du dossier projet. Donc, l'étape 4, comme vous voyez ici, on va faire la définition du produit qui va aboutir au dossier projet. Alors, un dossier projet, qu'est-ce qu'il doit comporter? Alors, le dossier projet, donc, il doit comporter les dessins d'ensemble. Donc, les techniciens et les ingénieurs de bureau d'études, ils doivent représenter le dessin d'ensemble du système. Et par la suite, ils doivent représenter chaque pièce toute seule, ce qu'on appelle le dessin de définition. Et vous avez vu dans un cours précédent que dans un dessin de définition, on doit faire la cotation, on doit indiquer les tolérances géométriques, les états de surface, etc. Alors, ce qui concerne la cotation, il y a des cotes qu'on doit les calculer à partir d'un calcul qu'on appelle calcul de cotation fonctionnelle, afin de déterminer les dimensions convenables pour les pièces pour assurer le bon fonctionnement. Et ces cotes vont être indiquées, comme vous voyez, sur le dessin de définition. Donc, pour cette séance, on va faire un rappel sur ce que vous avez vu l'année précédente au niveau du cours de cotation fonctionnelle et on va faire des applications. Alors, pour faire un rappel, donc on va faire une activité. Alors, cette activité consiste à faire une liaison d'encastrement en utilisant un boulant. Donc, comme vous voyez ici, on a deux pièces, la pièce 2 et la pièce 3. On dispose d'un boulant formé par une vis à tête cylindrique, à tête hexagonale. Et puis, on a une rondelle plate et un écrou. Vous savez qu'un boulant, il est constitué par une vis et un écrou. Alors, on va faire l'assemblage. Premier cas, donc on a la vis. On va insérer la vis dans la première pièce. Et puis, on va amener la deuxième pièce. On va monter l'écrou et on va amener la rondelle et on va mettre l'écrou. Alors, vous voyez ici qu'il y a un problème au niveau de ce dessin. Vous voyez que la vis, elle n'est pas engagée dans l'écrou. Donc, on constate que l'assemblage n'est pas réalisé car la vis est trop courte. Donc, vous voyez ici, on a un problème de longueur au niveau de la vis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser une vis relativement plus longue. Donc, la même chose, le deuxième cas, on va faire le montage. Donc, on a une autre vis, la première pièce, la pièce de repère 3, on va amener la rondelle et l'écrou. Alors, dans cette situation, vous voyez que l'écrou n'est pas totalement engagé dans le filetage. Donc ici, le problème c'est quoi? On constate que l'écrou 5 est à peine engagé dans la vis 1, la vis 1 plutôt, d'où risque de cisaillement du filetage. C'est-à-dire si à l'aide d'une clé j'essaye de serrer l'écrou, donc il va y avoir un risque de cisaillement, l'arrachement du filetage. Donc automatiquement, on ne peut pas adopter cette solution ou cette longueur de vis comme solution. Alors, on va passer à l'étape suivante. Troisième cas, donc on est obligé de choisir une vis un peu plus longue. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une vis un peu plus longue. Alors, on va faire le montage. La pièce suivante, on va amener la rondelle et on va serrer l'écrou. Alors ici, vous voyez, le montage il est bien fait. Donc, on va serrer l'écrou, il n'y a pas de problème. Sauf que vous voyez que la vis, elle est relativement longue. Elle dépasse énormément l'écrou. Donc, certainement, cette vis, elle va coûter plus cher. Et elle va présenter un problème probablement pour les autres pièces appartenant au système technique. Et même pour l'utilisateur, ça présente un danger.
Donc cette vis, on doit la découper, etc. Donc vous voyez qu'on constate que l'assemblage est réalisé, mais la vis 1 est trop longue, d'où prix de revient élevé et risque de nuire les autres pièces. Donc vous voyez, dans les 3 cas qu'on vient de voir maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la détermination de la longueur de la vis. Donc à chaque fois, soit la vis elle est trop courte, soit l'écrou elle est à peine engagée dans la vis, soit la vis elle est trop longue. Donc qu'est-ce qu'il faut? Nous devons déterminer la longueur adéquate de cette vis. Alors comment on va faire? Donc la solution c'est quoi? C'est donc pour avoir un bon serrage, pour assurer la liaison d'encastrement entre les 2 pièces, nous devons avoir ici, après l'écrou, une certaine quantité de filetage. Donc vous voyez, lorsqu'on dit on doit avoir une réserve de filetage, donc vous voyez, c'est une condition. Donc cette quantité de filetage qui va dépasser l'écrou, on va l'appeler une cote condition. Et comme vous voyez, c'est elle qui va finalement définir la longueur adéquate pour la vis. Donc la constatation ici, donc on constate que la longueur de la vis 1 dépend de la réserve de filetage adéquate. Donc vous voyez que la cotation fonctionnelle, finalement, elle va nous permettre à chaque fois de déterminer une cote qui appartient à une pièce, qu'on appelle une cote fonctionnelle. Et elle va dépendre d'une condition qu'on doit l'imposer dès le début. Par exemple ici, comme vous voyez, c'est la réserve de filetage. Alors, donc, notre montage, comme vous l'avez vu, comme vous voyez sur l'écran, alors, cette quantité colorée en rouge, ça représente le réserve de filetage qu'on doit le prévoir après l'écrou. Alors, cette quantité, donc le montage adéquat nécessite une réserve de filetage pour le bon serrage de l'écrou. Alors, cette réserve de filetage est une condition pour le bon montage de l'ensemble. Si on n'a pas prévu ça, donc il n'y aura pas un bon montage, comme on a vu dans les 3 premiers cas. Alors, la définition d'un produit fini doit comporter une cote fonctionnelle précisant les états limites de matière admissibles au bon fonctionnement du mécanisme. Donc, finalement, cette cote condition, c'est elle qui va nous définir la longueur de la vis. Et vous savez que dans n'importe quelle cote, on a une cote maxi et une cote mini. C'est pour cela qu'on a dit ici, présentant les états limites de la matière. Alors, donc toujours on est dans la partie rappel. Alors, reprenons notre dessin, vous voyez, l'assemblage. Alors, les surfaces terminales maintenant, c'est quoi? Vous voyez, la cote condition, elle va être limitée par 2 surfaces appartenant à 2 pièces différentes. Donc, surface terminale, surface d'une pièce, surface libre, comme vous voyez, c'est l'extrémité de la vis, l'extrémité de l'écrou, ce sont des surfaces libres, qui définit avec une autre surface d'une autre pièce la cote condition. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les surfaces terminales, qui sont représentées en bleu. Vous voyez, ils appartiennent à 2 pièces différentes. Alors, cote condition, maintenant, elle va être représentée par une flèche à double trait, comme vous voyez ici. Cette flèche, elle doit être orientée du gauche vers la droite lorsque la cote condition elle est horizontale, et du bas vers le haut lorsque la cote condition elle est verticale. Comme vous voyez ici, voilà. Alors, surface d'appui. Alors, vous voyez que lorsqu'on a réalisé l'assemblage, il y a des pièces qui vont être en contact. Par exemple, la pièce 3, elle est en contact avec la pièce 2. Donc, entre ces 2 pièces, il y a une surface qu'on appelle surface d'appui, ou bien si on l'appelle surface de liaison, ou bien surface de jonction. On peut adopter ces 3 nominations. Il n'y a aucun problème. Alors, donc, dites aussi surface de liaison ou de jonction, c'est une surface de contact entre 2 pièces participant à l'établissement de la chaîne de cote. Donc, ces surfaces de liaison, qu'on va les représenter ici, vous voyez, on va utiliser ces surfaces de liaison afin de tracer notre chaîne de cote. Alors, ici, je vous rappelle qu'une cote condition, lorsqu'elle est horizontale, elle doit être toujours représentée par une flèche à double trait, orientée du gauche vers la droite si elle est horizontale, et du bas vers le haut si elle est verticale. Bien. Alors, méthode d'établissement d'une chaîne de cote. Maintenant, comment on va faire pour tracer une chaîne de cote relative à une cote condition? Donc, la première chose à faire, c'est dessiner la cote condition.
comme vous voyez ici, on va tracer les deux surfaces terminales. Et puis, on va représenter une flèche à double trait qui représente la cote condition. On va nommer cette cote condition par une lettre majuscule A, B, C, comme on veut. Alors, identifier les surfaces terminales qui limitent la cote condition. Les voilà. Donc, ça, ce sont les surfaces terminales qui sont colorées en rouge. Comme vous voyez, ils appartiennent à deux pièces différentes. Alors, représenter la cote condition comme on a fait tout à l'heure sur le dessin, par une flèche à double trait fin, parallèle. Et puis, orienter le vecteur cote condition, comme on a dit tout à l'heure, du gauche vers la droite, puisque la cote condition elle est horizontale. Et finalement, on va nommer la cote condition. On va attribuer à cette flèche un nom, A, B, comme on veut. Alors, méthode d'établissement d'une chaîne de cotes. Donc, représenter les surfaces terminales et les surfaces de liaison. Alors, il faut faire attention, puisque la cote condition elle est horizontale. Donc, les surfaces terminales et les surfaces de liaison doivent être perpendiculaires à la cote condition. Alors, puisque notre cote condition est horizontale, toutes les surfaces, que ce soit de terminale ou bien de liaison, elles doivent être perpendiculaires à la cote condition. C'est-à-dire, on va représenter des traits verticaux. Alors, l'étape suivante, pour commencer à tracer une chaîne de cotes, toujours le point de départ, c'est l'origine. Donc, on va partir de l'origine de la cote condition, c'est-à-dire la surface terminale T5, c'est-à-dire la surface terminale appartenant à la pièce 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Coter la première pièce. Donc, on va partir de l'origine et on va coter la première pièce qui est la pièce repère 5. Alors, le point de départ est l'origine du vecteur cote condition. Cette origine touche notre première pièce. Coter cette première pièce jusqu'à la surface de liaison en contact avec une autre pièce. Donc ici, comme vous voyez, on a l'écrou, il prend appui sur la rondelle. Donc, c'est la surface de liaison 5 sur 4. Alors, voilà. On va coter cette pièce, c'est-à-dire on va représenter une flèche de l'origine jusqu'à cette surface terminale, et on va nommer cette flèche par la même lettre que la cote condition, c'est-à-dire A, et on va attribuer à cette lettre le repère de la pièce. Donc ici, cette cote, c'est A5. Alors, nommer la cote fonctionnelle obtenue, nom de la cote condition avec un indice correspondant au repère de la pièce, comme vous voyez ici. Bien. Alors maintenant, pour continuer le traçage de la chaîne de cotes, comment on va faire? On va poser une question. Alors, le traçage, comment on va faire? En cotant cette nouvelle pièce, il faut se poser la question suivante. Alors, la nouvelle surface de contact comporte-t-elle le même repère que l'extrémité de la cote condition? Je vais revenir au diapo précédent. Vous voyez ici, lorsqu'on a tracé cette surface de liaison, vous voyez, on a une surface de liaison entre 5 et 4. Est-ce que la surface de liaison qu'on a tracée, est-ce qu'elle comporte le même repère que l'extrémité de la cote condition? Comme vous voyez ici, la réponse c'est non, ici, puisqu'on a comme repère la pièce 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Donc, je relis la question. La nouvelle surface de contact comporte-t-elle le même repère que l'extrémité de la cote condition? D'après le diapo précédent, donc c'est non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est non. Donc, on doit passer à une autre pièce, c'est-à-dire on va passer à une autre surface de liaison. Donc, si la réponse est non, donc, coter cette nouvelle pièce de la surface de liaison jusqu'à d'autres surfaces de liaison en contact avec une autre pièce. Nommer la cote fonctionnelle obtenue. Et on va reposer la même question. C'est-à-dire, si on n'a pas le même repère que l'extrémité de la cote condition, on va continuer à chercher une autre surface de liaison, etc. Maintenant, si la réponse est oui, c'est-à-dire on a un repère qui correspond au niveau de la surface de liaison, qui correspond à l'extrémité de la cote condition. Dans ce cas, on a terminé la chaîne. Alors, coter cette nouvelle pièce de surface de liaison jusqu'à la surface terminale correspondante à l'extrémité de la cote condition. Nommer la cote fonctionnelle obtenue, et voilà, la chaîne elle est tracée. Donc, je résume. Pour tracer une chaîne de cotes, on va représenter la cote condition, qui va être limitée par deux surfaces terminales. On va partir de l'origine
de la cote condition, on va partir vers maintenant, on va partir de l'origine vers une surface de liaison, la première surface de liaison. On va poser la question, est-ce que cette surface de liaison, elle comporte le même repère que l'extrémité? Sinon, donc, on va continuer à tracer la chaîne de cote, on va passer à une autre surface de liaison. Si oui, donc on va fermer directement, on va revenir à l'extrémité de la cote condition et la chaîne est terminée. Donc, on va reprendre un autre exemple de la liaison de castrement réalisée par un boulon. Donc, on va essayer de tracer la chaîne de cote en totalité. Donc, on va commencer par représenter les surfaces terminales, la surface 1, la surface 2 appartenant à l'écrou 5. On représente la cote condition, on va nommer la cote condition A. On va partir de l'origine T5 vers la surface liaison entre 5 et 4. On va coter cette pièce, on va attribuer un nom à cette cote, c'est la cote A5. Et puis, vous voyez, on n'a pas le même repère que l'extrémité de la cote condition, donc on va passer à une autre surface liaison, c'est-à-dire on va chercher la surface d'appui entre 4 avec une autre pièce. Donc, vous voyez, elle prend appui sur la pièce 3. Voilà, on va coter cette pièce, donc on va lui attribuer comme désignation A4. Comme vous voyez ici, on n'a pas le même repère que 1, donc on va passer à l'autre surface de liaison, L3 sur 2. On va coter cette pièce, c'est la pièce A3, la cote A3. Et puis, on va passer, vous voyez, on va passer à la surface de liaison 2 sur 1. Ça correspond à l'épaisseur de la pièce 2. Alors maintenant, vous remarquez qu'on est arrivé à une surface de liaison entre la pièce 2 et la pièce 1. Et vous voyez, on a le même repère que l'extrémité de la cote condition. Donc, pratiquement, on a terminé la chaîne. Donc, il suffit maintenant de tracer une flèche qui relie cette surface de liaison à l'extrémité de la cote condition. Et voilà, la chaîne est fermée. Et ça correspond à la longueur de la vis. Et c'est la cote A1. Et voilà, notre chaîne de cote est tracée. Alors, une fois on a tracé la chaîne de cote, on va essayer. Tout à l'heure, j'ai dit que notre problème, c'est de déterminer la longueur de la vis, la longueur adéquate de la vis. Donc, cette chaîne de cote, elle va nous permettre de faire un calcul afin de déterminer la longueur de cette vis. Alors, on va commencer à écrire nos équations. Alors, la première équation, on va écrire l'équation relative à la cote nominale de la cote condition. Alors, A est égal à quoi ici? C'est égal à A1 moins A5 moins A4 moins A3 moins A2. Alors, comment j'ai écrit cette équation? Regardez, vous avez vu déjà ça en troisième année, il y a une règle à appliquer. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Il faut que toute flèche dans le même sens, au niveau des cotes fonctionnelles, toute flèche dans le même sens que la cote condition, elle va être cotée positif, et toute flèche dans le sens contraire, elle va être négative. Donc, ce qui va nous donner cette équation. Donc, puisque A1 elle est dans le même sens que A, donc elle va être positive. Les autres cotes fonctionnelles, ils sont négatifs puisqu'ils sont dans l'autre sens. Et vous savez que chaque cote, elle est munie d'une tolérance, c'est-à-dire on a une cote maxi et une cote mini. La même chose pour la cote condition. Donc on a une cote maxi pour la cote condition qui va nous donner l'équation suivante. A maxi, ça sera A1 maxi moins A5 maxi moins A4 mini, A1 maxi moins A5 mini moins A4 mini moins A3 mini moins A2 mini. La même chose ici, vous remarquez ici que toute flèche dans le même sens que la cote condition, elle va être positive et maxi, et toute flèche dans le sens contraire, elle va être, comme vous voyez, négatif et mini. Alors, l'équation suivante, l'équation relative à la cote condition minimale. Alors, toute flèche dans le même sens, elle va être positive et minimale, et toute flèche dans l'autre sens, elle va être négative et maximale, ce qui va nous donner l'équation suivante. A mini est égal à A1 mini moins A5 maxi moins A4 maxi moins A3 maxi moins A2 maxi. Donc, vous voyez qu'à l'aide de cette chaîne de cotes, on a pu écrire trois équations. L'équation de la cote nominale, l'équation relative à la cote condition maximale et l'équation relative à la cote condition minimale. Bien. Alors, je vous rappelle aussi que l'intervalle de tolérance de la cote condition est égal à la somme des intervalles de tolérance des cotes fonctionnelles. Donc, règle à retenir pour tracer une chaîne de cotes. Les cotes sont positives
dans le sens du vecteur cote condition et négative dans le sens opposé. Il n'y a qu'une seule cote par pièce. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'à chaque fois, on a un seul repère. C'est-à-dire pour que la chaîne soit minimale. Une cote fonctionnelle relie toujours deux surfaces d'une même pièce, c'est-à-dire lorsqu'on va partir d'une surface de liaison vers une autre, on va coter une pièce. Alors, l'orientation du premier vecteur est confondue, l'origine du premier vecteur est confondue avec l'origine du vecteur cote condition. L'extrémité du dernier vecteur est confondue avec l'extrémité de la cote condition. La cote condition est maximale si les cotes positives, c'est-à-dire dans le même sens, sont maximales, et les cotes négatives, sens composé, sont minimales. Et la cote condition, elle est minimale si les cotes positives de même sens sont minimales et les cotes négatives de sens opposé sont maximales. Bien. Alors, tout à l'heure, on a dit que notre problème ici, c'est de déterminer la longueur adéquate de la vis. Donc, comment on va faire? Alors, donc ici, comme vous voyez, avant de se lancer dans le calcul ici, il faut vérifier que votre chaîne est fermée et vérifier qu'il n'y a qu'une seule cote, comme on disait tout à l'heure, une seule cote par pièce dans notre chaîne de cotes. Alors, le calcul, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on donne les cotes tolérancées des pièces 2, 3, 4 et 5 et la valeur de la cote condition, elle est supérieure à 3,4, inférieure à 4,6. Alors, on demande de calculer la cote fonctionnelle relative à la longueur de la vis 1. Donc, vous voyez, on vous donne ici les cotes fonctionnelles des différentes pièces, de l'écrou, de la rondelle, de la pièce 3 et de la pièce 2. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la longueur de la vis. Alors, tout à l'heure, on a déterminé les équations relatives à la cote condition, A maxi et A mini. Alors, c'est à partir de ces deux équations qu'on va déterminer le A1 maxi et le A1 mini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer toutes ces cotes de ce côté-là, donc ils deviennent positifs. Donc, ça nous donne A1 maxi, c'est égal à A maxi moins plus A5 mini, plus A4 mini, plus A3 mini, plus A2 mini. La même chose, le A1 mini, c'est égal à A mini, plus A5 maxi, plus A4 maxi, plus A3 maxi, plus A2 maxi. Alors, tout calcul fait, on fait l'application numérique. On va trouver que A1 maxi, elle vaut 38,1 mm et le A1 mini, elle vaut 37,9 mm. Alors, on va passer maintenant à des applications. Alors, on va commencer par une première application. Alors, dans cette application, comme vous voyez, on a réalisé une liaison d'encastrement entre deux pièces, la pièce 17 et la pièce 1, par une vis à tête cylindrique à 6 pans creux. Alors, comme vous voyez, au niveau de ce dessin, on a deux cotes conditions. La première, la cote condition A, vous voyez que la tête de la vis, elle est noyée dans un lamage. Et pour s'assurer que la tête elle est totalement noyée dans le lamage, on a fait un retrait de la tête de la vis par rapport à l'extrémité de la pièce 17. De l'autre côté, on a la cote condition B qui correspond à un retrait de l'extrémité de la vis par rapport à la pièce 1. Alors, on va commencer par le traçage de la chaîne de cotes relative à la cote condition B. Alors, comme vous voyez, la cote condition B, elle est limitée par deux surfaces terminales. La première surface, elle appartient à la vis 19. La deuxième surface, elle appartient à l'extrémité de la pièce 1. Alors, pour tracer la chaîne de cotes, bien évidemment, on va partir de l'origine. On va partir de l'origine vers la surface de liaison entre la tête de la vis et la pièce 17, ce qui va nous donner la cote fonctionnelle A19. Donc, ça correspond à la longueur du corps de la vis. Et puis, vous voyez, la pièce 17, elle est en contact avec la pièce 1 au niveau de cette surface. Donc, ça, c'est la surface de liaison 17, 1. Et ça correspond à
l'épaisseur de cette partie au niveau de la pièce 17, c'est B17. Vous voyez, au niveau de cette surface de liaison, on a comme repère quoi? 17, 1. Donc, le repère 1, ça correspond au repère de l'extrémité de la cote condition. Donc, la réponse est oui, comme on a vu tout à l'heure à la question. Donc, on va fermer directement notre chaîne de cote. Et ça sera la cote B1. Alors, la deuxième question, c'est on veut déterminer la profondeur du lamage A17, sachant que A est égal, c'est-à-dire la cote condition est égale à 2 plus ou moins 0,3 et A19 est égal à 5 plus ou moins 0,1. Alors, la chaîne de cote, elle est déjà tracée. Donc, vous voyez, comme on dit tout à l'heure, la cote condition, ça correspond à un retrait de la tête de la vis par rapport à l'extrémité de la pièce 17. Donc, on va écrire les équations relatives à la cote condition A. Ça, c'est l'équation de la cote nominale. Donc, ça sera A17 moins A19. Donc, puisque 17, elle est dans le même sens que la cote condition, donc elle est positive. Et la cote fonctionnelle A19, elle est dans le sens opposé, donc elle est négative. Alors, on va écrire l'équation A maxi. Donc, A maxi, ce sera A17 maxi moins A19 maxi. Donc, A17, elle est maxi puisqu'elle est dans le même sens que la cote condition. Et A19, elle est mini puisqu'elle est dans le sens opposé. Donc, à partir de cette équation, on va déterminer A17 maxi. Donc, ce sera A maxi moins plus A19 mini. Alors, pour l'équation de la cote condition minimale, A mini est égal à A17 mini moins A19 maxi. Donc, A17 mini, ce sera A mini plus A19 maxi. Alors, on va faire l'application numérique. On va trouver A17 maxi est égal à 7,2 et A17 mini est égal à 6,8, ce qui va nous donner une cote relative à A17 est égale à 7 plus ou moins 0,2. Donc, on a choisi comme cote nominale pour la pièce 17, 7 mm. Et pour obtenir la cote maxi, on va ajouter 0,2 et on va retrancher 0,2 pour obtenir la cote mini. Alors, une deuxième application. Alors, dans cette application, on vous demande de tracer la chaîne de cote relative à la cote condition A. Alors, comme vous voyez dans ce dessin, vous voyez, c'est un dessin qui est relativement compliqué relativement aux autres dessins. Donc, je vous conseille dans ce cas de bien lire votre dessin, de comprendre le fonctionnement du système et puis essayer de comprendre quelle est l'utilité de cette cote condition afin de déterminer convenablement les surfaces terminales et par la suite tracer convenablement les chaînes de cote. Alors, comme vous voyez ici, on a l'arbre 6 qui est guidé en rotation par deux roulements type BC 40 et 37. Aux deux extrémités de cet arbre, on a fixé deux pièces, la pièce 4. Comme vous voyez ici, on a une liaison d'encastrement qui est réalisée par une forme cylindrique, un épaulement, une clavette parallèle et plus rainure, ça c'est la mise en position, et le maintien en position est réalisé par une rondelle plate 2 et une vis à tête hexagonale 1. Donc ici, on a une liaison d'encastrement. De l'autre côté, la même chose, vous avez une liaison d'encastrement entre la pièce 36 et l'arbre 6, réalisée par une clavette parallèle, une forme cylindrique, et le maintien en position, réalisé par une rondelle 35 et un écrou 34. L'arrêt en translation dans ce sens est réalisé par les bagues intérieures du roulement, la bague entretoise, et finalement par l'épaulement. Alors, notre cote condition A, comme vous voyez, elle est délimitée par deux surfaces. La première surface, vous voyez, elle appartient à la pièce repère 5, qui est le couvercle. De l'autre côté, il y a un petit problème ici. Vous voyez qu'on peut faire la confusion. Alors, pour déterminer convenablement de quelle surface terminale, de quelle pièce il s'agit, au niveau de cette surface terminale, vous voyez que la pièce 4, puisqu'elle est liée à la pièce 6, donc ils vont tourner ensemble. Donc cette pièce, elle est tournante. Tandis que le couvercle 5, c'est une pièce fixe, elle est liée au bâti. Donc, au cours du fonctionnement, ces deux pièces, ils ne doivent pas être en contact. Alors, pour assurer cette condition, vous voyez ici, la pièce 4, elle prend appui sur cet épaulement. Alors, cet épaulement doit dépasser un tout petit peu le couvercle, de telle sorte, lorsqu'on va monter la pièce 4, cette dernière, elle va prendre appui sur cet épaulement et elle ne va pas toucher à la pièce 5. Donc, finalement, on a fait un dépassement ici, de qui? De l'épaulement au niveau de l'arbre 6, pour éviter le frottement
entre pièce 4 et pièce 5. Donc finalement, notre code condition, c'est quoi? C'est un dépassement. De qui? De l'épaulement appartenant à la pièce 6 par rapport au couvercle 5. Donc ici, les surfaces terminales de notre pièce, c'est T5 et T6. Donc vous ferez attention. Parfois, quelques élèves, ils font la confusion. Directement, ils vont mettre ça, c'est T4. Il faut faire attention. Alors, pour tracer cette chaîne de code, bien sûr, on va partir, comme d'habitude, de l'origine, c'est-à-dire de T6, et on va essayer de revenir à l'extrémité en passant par les différentes surfaces de liaison. Alors, donc, on va partir de l'origine vers la surface de liaison entre quelle pièce? Entre la pièce 6 et la bague intérieure du roulement 4, c'est-à-dire au niveau de cet épaulement. Et puis, comme vous voyez, le roulement, il prend appui sur la bague entretoise 39. Ça correspond à la cote, à l'épaisseur du roulement 40, c'est la cote A40. Puis, la bague entretoise, elle prend appui sur la bague intérieure du roulement 37. Donc, cette cote fonctionnelle, elle correspond à l'épaisseur de la bague entretoise. Et comme vous voyez maintenant, notre roulement, il prend appui au niveau du bâti, au niveau de l'épaulement ici, au niveau de la bague extérieure. Donc, on va passer à la surface de liaison entre 37 et 38. Alors, ici, on est arrivé à une surface de liaison entre le roulement 37 et le bâti 38. Et comme vous voyez, le bâti 38, il a une surface de liaison avec le couvercle 5 à ce niveau-là. Donc, de cette surface de liaison, on va revenir à la surface de liaison entre 38 et 5. Et au niveau de cette surface, c'est une surface de liaison entre 38 et 5. Vous voyez qu'on est arrivé à une surface de liaison où il y a le même repère que l'extrémité de la cote condition. Donc on va fermer directement notre chaîne de cote. Voilà, et on va revenir à l'extrémité de la cote condition. Et ce sera la cote A5. Bien, donc on a terminé le traçage de cette chaîne de cote. Alors, on va profiter de ce dessin pour voir d'autres cas de code condition. Donc ici, vous voyez que notre code condition, c'est un dépassement. Vous voyez ici, pour assurer le bon serrage de l'écrou, on a prévu, comme on a vu tout à l'heure, une réserve de filetage. Donc ça, c'est une code condition, c'est une réserve de filetage, c'est un dépassement de l'extrémité de l'arbre par rapport à l'écrou. Ici, comme vous voyez, pour assurer le bon serrage de la vis, il faut prévoir une réserve de taraudage. Donc ça, c'est une code condition entre l'extrémité de la vis et la fin du taraudage au niveau de l'arbre 6. Aussi, on a une autre code condition, comme vous voyez ici, c'est l'espace qui reste entre la rondelle et l'extrémité de l'arbre. Alors ici, pour qu'on puisse assurer le maintien en position par la rondelle et la vis, il faut que la rondelle prenne appui sur la pièce 4, ce qui fait l'extrémité de l'arbre doit être en retrait. Donc cette code condition, c'est quoi? C'est le retrait de l'extrémité de l'arbre par rapport à la pièce 4. Donc vous voyez dans ce dessin, on a pas mal de codes conditions à respecter. C'est-à-dire, par la suite, lorsqu'on va faire le dessin de définition de notre arbre 6, on doit extraire de toutes les chaînes de codes qui doivent être tracées les codes fonctionnels qui correspondent aux différentes codes conditions qui sont représentés dans ce dessin. Voilà. Alors, on va passer à un autre exemple maintenant. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut commencer par lire ce dessin afin de comprendre le fonctionnement et de comprendre l'utilité des codes conditions qui ont été imposés pour pouvoir déterminer convenablement les surfaces terminales et de la réussite du traçage des chaînes de code. Alors, comme vous voyez ici, on a un arbre, c'est la pièce repère 11, qui va être guidé par deux roulements. Bon, le dessin, c'est la suite qui manque du dessin. Donc ici, on a normalement un guidage en rotation par deux roulements type BC, 27 et 27'. Alors, à l'extrémité de l'arbre, comme vous voyez ici, on a une poulie, la poulie 7, qui va être en liaison d'encastrement avec cet arbre. Et comme vous voyez, cette liaison d'encastrement, elle est réalisée par une goupille cylindrique. Vous savez, cette dernière va être montée avec un ajustement serré au niveau, ajustement serré, que ce soit entre l'arbre et la goupille et la poulie. Aussi ici, de l'autre côté, vous avez une roue libre, c'est une roue dentée,
qui est guidé en rotation par rapport à cet arbre par un cossinet. Alors, cette pièce, elle est libre en rotation, puisqu'il y a un cossinet qui est inséré entre l'arbre et la roue dentée. Alors, pour que cette pièce reste libre en rotation, comme vous voyez ici, il faut qu'il existe un espace entre le cossinet et la bague entretoise 45. Alors, pour qu'il y ait un jeu entre ces deux pièces, il faut que cet épaulement dépasse un tout petit peu le cossinet. Donc ici, on a un dépassement. Donc notre code condition A ici, c'est le dépassement de qui? De l'épaulement par rapport au cossinet. Tandis qu'ici, la code condition B, c'est un retrait de l'arbre par rapport à la poulie. C'est-à-dire on ne veut pas que l'arbre dépasse la poulie, donc on a fait un retrait. Bien, donc dans cet exercice, on vous demande de tracer les chaînes de codes relatives aux codes conditions A et B. Donc on va commencer par la code condition A. Donc les surfaces terminales, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ici la première surface terminale, l'extrémité c'est T11, tandis que l'origine de la code condition, elle appartient au cossinet 23. Donc on va partir de l'origine, c'est-à-dire de T23. On va partir vers, vous voyez que le cossinet il prend appui sur l'épaulement au niveau de l'arbre 11. Donc on va partir vers la surface de liaison entre 25 et 11. C'est la cote fonctionnelle A23. Et puis, comme vous voyez ici, on est arrivé à une surface de liaison où il y a le même repère que l'extrémité de la cote condition. Donc directement, on va lier cette surface de liaison à la surface terminale. Et ça correspond à une cote au niveau de la pièce 11, c'est-à-dire la distance entre le premier épaulement et le deuxième. Et voilà, notre chaîne de cotes, elle est achevée. Alors, pour la deuxième cote condition, comme vous voyez, cette surface terminale, c'est une surface qui appartient à la poulie 7, tandis que la deuxième, elle appartient à l'extrémité de l'arbre 11. Donc, pour tracer cette chaîne de cotes, on va partir de l'origine, c'est-à-dire T11, et on va essayer de chercher une surface de liaison. Alors, vous voyez que la goupille, elle est montée serrée dans l'arbre. Alors, puisque cette goupille elle est montée serrée, c'est-à-dire l'axe de la goupille ainsi que l'axe du trou réalisé dans l'arbre 11 et l'axe du trou réalisé dans la pièce 7, ils vont être coaxiaux, puisque la goupille elle est montée serrée. Donc, les trois axes, ils vont être confondus. Alors, l'axe de la goupille, on va l'appeler plan de jauge. Et ce plan de jauge, il sera la surface de liaison entre la pièce 11 et la goupille 9, et c'est la surface de liaison aussi entre la goupille 9 et la poulie, l'axe de la goupille, l'axe du trou réalisé dans la goupille 7. Donc finalement, l'axe de la goupille, on va le prendre, c'est-à-dire le plan de jauge, comme étant la surface de liaison entre la pièce 11 et la pièce 7. Donc pour tracer cette chaîne de cotes, on va partir de l'origine vers cette surface de liaison entre 11 et 7. Et puis, vous voyez, on est arrivé à une surface où il y a le repère 7 qui correspond à l'extrémité de la cote condition. Donc, directement, on va revenir à l'extrémité de cette cote condition et ce sera la cote A7. Voilà, donc pour cet exercice, vous voyez, tracer une chaîne de cotes, il faut être méthodique. Il faut bien déterminer les surfaces terminales. Pour déterminer ces surfaces terminales, il faut comprendre le fonctionnement du système. Il faut bien lire votre dessin. Une fois que vous avez déterminé les surfaces terminales, il suffit d'appliquer les règles, partir de l'origine, essayer de revenir à l'extrémité en passant par les surfaces de liaison. Vous voyez, ce n'est pas une chose très difficile. Alors, une autre application, on a un autre dessin. Vous voyez ici, on a réalisé une liaison d'encastrement entre l'arbre 5 et la poulie 12 en utilisant un contact de forme conique, une clavette, ça c'est pour la mise en position. Le maintien en position est réalisé par une rondelle et un écrou. Comme on a vu tout à l'heure, pour assurer le bon serrage de l'écrou, nous devons prévoir une réserve de filetage, ce qui correspond à une cote condition. Donc notre cote condition, c'est la réserve de filetage entre l'extrémité de l'écrou et l'extrémité de l'arbre 5. Donc pour tracer cette chaîne de cotes, on va partir
de l'origine, c'est-à-dire T13. On va partir vers la surface de liaison entre l'écrou et la rondelle 14. De la rondelle 14, on va partir vers la surface de liaison avec la poulie 12. Maintenant, la poulie 12, comme vous voyez, elle est en contact avec l'arbre au niveau de cette forme conique. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va prendre comme surface de liaison? Vous allez trouver un trait qui est représenté sur lequel on a écrit le plan de jauge. Alors, c'est la surface de liaison entre la pièce 12 et l'arbre 5. Donc, du contact de la surface de liaison entre la rondelle 14 et la poulie 12, on va partir vers le plan de jauge. Le plan de jauge, c'est la surface de liaison entre 12 et 5. Voilà, on est arrivé à la pièce repère 5, donc on ferme directement notre chaîne de cote. Voilà un cours sur la cotation fonctionnelle. Donc j'espère que j'ai pu vous transmettre quelques informations qui vous aident à tracer de en avant des chaînes de cote. Et je vous remercie donc pour votre attention.